Les ETF, c'est extraordinaire. Les ETF, c'est génial. Les ETF, tout le monde adore ça. Tout le monde. Il y a peut-être quelque chose qu'il va falloir que je vous dise parce qu'il y a quand même un danger qui est potentiellement imminent, qui peut arriver sur la planète boursière à tout moment. Et ce sera le sujet de la vidéo de ce jour, avec toutes les rubriques habituelles que sont la macroéconomie, les indices, ainsi que les valeurs que vous m'avez demandé à étudier. Et puis on fera un focus pendant un certain temps sur les pépites à trader de Ricardo qui font un record absolu cette semaine. Et puis on aura aussi les plans de trading qui sont particulièrement perspicaces depuis un bon bout de temps. Voilà, ce sera le programme de ce 42e épisode de l'Hebdo de Ricardo. Et c'est juste après le générique. Bienvenue sur Fondamentalement Bourse, la chaîne des investisseurs qui veulent reprendre le contrôle. Et aujourd'hui, on va reprendre le contrôle d'un thème que j'ai jamais vraiment effleuré, qui s'appelle les ETF. C'est vraiment quelque chose qui a le vent en poupe et qui est finalement quelque chose qui m'intéresse. C'est pas du tout une émission sur l'idée qu'il faut pas faire d'ETF. C'est juste que je vais vous expliquer pourquoi on peut avoir un risque systémique sur les ETF. Et la logique dans laquelle je suis rentré, c'est à cause d'un événement. C'est une map que j'ai vue, une heat map que j'ai vue vendredi dernier et qui m'a alerté sur le fait que déjà les ETF influencent vraiment des choses sur la planète boursière qui est vraiment inquiétante si ça continue comme ça. Voilà, ce sera le sujet de cette vidéo et puis on enchaînera avec la macroéconomie qui cette semaine a été un peu plus calme, donc on passera rapidement. On verra que les indices nous ont fait des choses assez curieuses cette semaine, ça a pas mal bougé notamment aux États-Unis et pas mal aussi dans les portefeuilles à mon avis. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va aller faire un point, on va voir un petit peu où on en est rendu. C'est à peu près neutre, entre guillemets, c'est pas vraiment baissier, c'est pas vraiment haussier. En tout cas, on verra bien s'il y a des choses à obtenir dans les semaines qui viennent. Puis on enchaînera avec les valeurs que vous m'avez demandé à étudier. Il y a pas mal de valeurs sur lesquelles je trouve que les gens ont oublié de regarder un peu les news. Il n'y a pas que les chiffres, on en tirera, j'espère, et vous en tirerez, j'espère, des conclusions sur le niveau de votre formation, sur les marchés financiers, de votre information. Et puis on enchaînera avec, je dirais, une petite parenthèse assez intéressante sur les pépites à trader de Ricardo et puis aussi le plan de trading. Deux rubriques qui sont assez peu regardées dans cette vidéo et sincèrement je vous invite quand même à les regarder. Vous allez voir que cette semaine on a battu tous les records dans les pépites et puis aussi le plan de trading. Je sais pas, moi ça fait quand même plusieurs que je sors où ça fait 20-25% de progression en une semaine. C'est quand même assez peu observé sur la planète YouTube, un taux de réussite aussi important et aussi des amplitudes aussi conséquentes. Voilà, ce sera le programme de ce 42e épisode de l'Hebdo de Ricardo. Et puis si vous voulez aller plus loin dans l'apprentissage de la bourse, je vous invite à aller voir dans la description en dessous de la vidéo. Vous y trouverez tous les liens qui vous permettront d'accéder à la newsletter L'écho de Ricardo, où je vous fais découvrir chaque semaine une action d'exception. Vous pourrez aussi intégrer le portefeuille virtuel Dynamic Invest, où vous pourrez suivre en direct tous mes arbitrages ainsi que mes sentiments de marché, et puis j'y réserve aussi quelques surprises en exclusivité pour mes abonnés. Vous aurez aussi la possibilité d'accéder à la formation coachée que j'enseigne depuis des années à des élèves motivés pour acquérir une méthode gagnante basée sur le principe des poupées russes associant l'analyse fondamentale et l'analyse technique. Et puis vous trouverez enfin un ensemble de contenus complètement gratuits sur le blog de Ricardo qui vous permettront de découvrir encore plus profondément ce monde formidable que sont les marchés financiers. Voilà, puis un petit focus sur les performances du portefeuille long terme Dynamic Invest. Vous voyez bien qu'il est au sommet historique, contrairement aux indices, vous allez voir ça tout à l'heure. Et puis celui aussi qui est consacré à 2024, les valeurs qui sont rentrées dans les valeurs long terme sur 2024, donc elles sont toutes neuves. Et regardez, il n'y a même pas de correction. Ça monte tout le temps. Voilà, donc plus 40 sur la globalité, et celles de 2024 sont déjà autour de 20-25. Je suis même plus à 5% près. En tout cas, tout monte et c'est très plaisant de voir que les abonnés sont satisfaits. On a des relations particulières puisque on a aussi des discussions en privé, personnelles entre nous, et ça c'est quand même quelque chose d'assez sympathique. Voilà, on enchaîne tout de suite avec les ETF. Quel est ce risque caché? Qu'est-ce qui va se passer si ça continue? Allez, c'est parti. Alors rapidement, qu'est-ce que sont les ETF? Les ETF, c'est une sorte de fonds, une sorte de panier dans lequel on va mettre des actifs différents. Alors ça peut être parfaitement des actions, et c'est très très souvent le cas, mais on peut y mettre aussi des matières premières, ainsi que des obligations, bref, tout un tas de choses qu'on peut mélanger à l'intérieur de l'ETF, et vous achetez ce panier sur les marchés financiers comme une action. Et ça, c'est le premier avantage de l'ETF, c'est que vous pouvez l'acheter de manière classique, comme on peut faire avec des actions, et pouvoir trader ces valeurs si vous voulez être analyste technique dans les ETF.
Alors évidemment, le gros avantage des ETF, c'est de pouvoir, je dirais, s'exposer de manière sectorielle ou sur un indice ou sur une thématique de matière première sans spécialement acheter l'un ou l'autre des actifs, ne pas acheter une action, mais un ensemble d'actions, un ensemble d'actifs financiers qui vous permettent d'avoir une certaine linéarité de la chose, lissage de la chose qui vous évite certains risques. Alors c'est effectivement très intéressant quand on est sur des secteurs où on ne connaît pas vraiment la situation, où on ne connaît pas la situation surtout de chacune des valeurs qui le composent, eh bien ça va faire un moyen-âge et puis ça permettra de vous exposer sans avoir trop de risques sur le sujet. Donc vous allez voir que je suis pas spécialement négatif sur les ETF, c'est pas quelque chose sur lequel je suis un réfractaire absolu, c'est juste que je voudrais vous signaler quand même que la situation sur les ETF, elle demande à être étudiée un peu plus profondément et de voir vers quoi on va, parce que pour moi il y a un risque vraiment important sur le sujet. Mais il y a beaucoup d'avantages à avoir des ETF dans son portefeuille, peut-être de manière modérée, on verra ça à la fin, mais les avantages qui entourent, je dirais, les ETF sont quand même indéniables. La première chose, c'est que si vous cherchez bien, vous trouvez la composition de ces ETF et ça vous permet de savoir quel est le panier, de quoi est-il composé. C'est quand même assez intéressant de savoir tout de même ce que vous avez dans votre ETF, de telle manière à comprendre pourquoi à un moment donné il va monter ou baisser. S'il y a une des actions qui s'effondre, eh bien vous saurez que c'est à cause d'elle que votre ETF est en train de baisser. Le deuxième avantage de ces ETF, c'est la notion de frais. Les frais sont beaucoup plus modérés que dans des fonds classiques. Alors c'est très simple, à vrai dire, ce sont des fonds dans lesquels vous allez mettre des valeurs et où les robots vont pouvoir faire les achats au fur et à mesure du temps en fonction des entrées et des sorties qu'il y aura dans l'ETF. À partir de ce moment-là, il n'y a pas d'activité humaine si ce n'est de choisir et de faire le choix des sociétés et des actifs qu'on va mettre dans l'ETF. Mais une fois que c'est fait, après, je dirais que les robots répartissent les achats en fonction ou les ventes en fonction, je dirais, de la composition de l'ETF. Voilà ce qui explique que ces ETF sont beaucoup moins chers en termes de frais que les fonds de gestion classiques. Et puis le dernier point sur lequel on peut s'attarder sur la notion d'ETF, c'est cette notion aussi de pouvoir vendre et acheter comme on veut ces ETF sur le marché financier. À partir du moment où votre bourse sur lequel il est coté est ouverte, vous pouvez parfaitement faire ce que vous voulez, vous pouvez même faire de l'intraday à l'intérieur. Les fonds de gestion, généralement, vous passez avec des supports, alors en France il y a l'assurance vie notamment, mais sur des actions qui sont beaucoup plus longues et parfois plusieurs jours avant d'être exécutées dans la vente ou l'achat des parts de fonds de gestion classiques. Ce qui fait qu'on a un attrait du grand public vers ces outils, je dirais, puisque en même temps, il protège les gens de certaines choses et il leur facilite la vie sur bien d'autres. Et à partir de ce moment-là, il y a un engouement absolument impressionnant sur le sujet. Et les financiers, les grands groupes financiers de ce monde l'ont bien compris. On en arrive à une situation aujourd'hui où à peu près, il y aurait à peu près 10% je dirais, de la cotation mondiale qui est réunie au sein des ETF. Donc la capitalisation boursière mondiale serait à 10% dedans, ce qui finalement est pas très important, 90% n'y est pas. Et donc on peut ne pas s'interroger sur le fait que l'ETF est dangereux ou pas, puisque c'est un outil parmi tant d'autres qui permet de faciliter les choses. Ça permet aussi au grand public de rentrer dans l'univers de la bourse avec, je dirais, entre guillemets, une sécurisation. Bon, j'en suis pas tout à fait convaincu sur le sujet, mais bon, après, chacun fait comme il veut. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ça démocratise quand même bien la bourse, et notamment en France, où c'est quand même assez compliqué de faire comprendre aux gens que l'investissement boursier, c'est quand même beaucoup plus intéressant que les autres. Donc retenez bien quand même une chose, c'est que, je vous ai dit un chiffre, c'est 10% de la capitalisation boursière mondiale, approximativement 7000 milliards de dollars à peu près d'encours dans les ETF. 7000 milliards. Ça commence à faire pas mal d'argent. La question, c'est vers quoi on va, et vous allez voir qu'à partir de ce moment-là, ça commence à poser des questions, et on va tranquillement aller vers les dangers que je trouve qui apparaissent, parce qu'il s'est passé quelque chose cette semaine, et vous verrez que ça a été une petite bribe, un tout petit démarrage, un tout petit truc qui me fait dire faut que je fasse une émission là-dessus, parce qu'il y a quand même quelque chose qu'il faut que vous entendiez. Et la première chose sur laquelle il faut s'attarder, c'est vers quoi vont les encours des ETF. Et les ETF, apparemment, il y a une étude qui a été faite, alors je sais pas si elle est très bonne, il y en a quelques-unes qui rejoignent à peu près les mêmes chiffres, mais on irait vers les 30 000 milliards à horizon 2030. Alors moi je fais une émission actuellement à l'horizon 2024, on est en 2024, donc à partir de ce moment-là, c'est dans 6 ans, 6 ans c'est bientôt, ça fait x4. Donc on est à 10% aujourd'hui, on serait à 40%. Alors il y a un peu d'inflation, donc voilà, ça fera x3, enfin, on serait en 30, 40%. 40%, c'est quasiment la moitié de l'encours mondial sur les bourses mondiales qui seraient dans des ETF. Alors là, je vous alerte tout de suite, il y a quelque chose qui va se passer et qui nous pose un gros souci. Et il s'est passé vendredi dernier, tout simplement, et je vais vous faire voir ici cette map, la heat map, en gros, c'est un peu la température qu'on donne, le mot exact, la carte des températures des valeurs, sur une seule journée qui s'est passée sur le Nasdaq 100. Et sur cette heatmap, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez
clairement, toutes les GAFAM, les 7 magnifiques, on va dire, pour être simple, qui ont baissé et qui étaient dans le rouge, voire rouge vif, pendant que si vous regardez bien, l'ensemble de la cote, c'est le SP500 ici, qui s'est retrouvé dans le vert. Et c'était la même chose sur le Nasdaq, c'était la même chose à peu près partout sur la cote américaine. Et je me suis permis de faire un tweet sur lequel j'ai commencé à émettre l'idée qu'il y avait quand même un souci avec les ETF. Et je vais vous expliquer parce que tout simplement, ça s'appelle l'effet papillon. Alors l'effet papillon, je pense que tout le monde le connaît, c'est un battement de papillon au fin fond de l'Indonésie, va provoquer un orage en Europe. L'idée est de l'enchaînement, tout simplement. Il y a d'autres théories qui ont été, la théorie du chaos notamment, qui permet de bien comprendre ces notions-là. Donc vous irez sur Internet, mais elles sont très intéressantes. La théorie du chaos, c'est un truc absolument exceptionnel. Comment se fait-il qu'un tas de billes se mette comme ça au bout d'un moment, un tas de sable soit comme ça et pas autrement? C'est la théorie du chaos. Et bien tout simplement en bourse, comme on a des effets humains assez volumiques, vous avez le phénomène du chaos, le phénomène de l'effet papillon qui peut provoquer des choses assez hallucinantes. Ce qui s'est passé vendredi, c'est tout simplement la valeur Nvidia qui a fortement monté pendant, ça fait très longtemps qu'elle monte, a lancé une correction et a pris moins 10% dans la journée. Et je vais vous donner la mécanique qu'il peut y avoir derrière, parce qu'il y a une chose qu'on ne vous dit pas dans les ETF, c'est que quand vous achetez un ETF qui réplique le SP500 par exemple, puisque c'était le cas de cette map, et bien tout simplement, vous n'achetez pas les 500 actions du SP500. Vous achetez une réplication et derrière, vous avez une composition qui va être composée finalement des 7 magnifiques et puis de quelques autres, mais pas tant que ça. Ce qui fait que les toutes petites valeurs sont pas dans ces ETF. Mais dans ces ETF, on a une surpondération par rapport à ce que vous croyez, des très grosses sociétés. Alors pour quelle raison? Tout simplement parce que ces ETF étant cotés et où vous êtes capable d'acheter à tout moment, je dirais, l'ETF en question, il vous faut une liquidité de la part de l'émetteur qui permette d'avoir la compensation et pouvoir, je dirais, conserver l'idée d'être proche et de coller à ce que l'indice lui-même fait dans l'ETF et que l'ETF et l'indice soient tout à fait corrélés. Donc impossible d'acheter des petites valeurs dans cet ETF, c'est impossible. Donc on a simplifié. Et la simplification fait que vous êtes satisfait, vous avez la liquidité, vous avez tous les avantages qu'on vous raconte. Et puis en plus c'est beaucoup moins compliqué pour l'émetteur, ça lui fait encore moins cher, les robots de trading achètent sur quelques valeurs et pas toutes les valeurs, comme ça tout va bien. Mais la provocation que ça a, c'est que quand vous avez une baisse de Nvidia, en l'occurrence, de 10% dans la journée, vous avez tous les autres qui ont suivi. Vous avez tous les autres qui ont suivi, il y a de plus en plus de corrélations dans des mouvements court terme entre, je dirais Microsoft, vous connaissez toutes les 7 magnifiques, Google, etc., qui fait que il y a un phénomène d'emportement général par les paniers. Alors, avant, il y avait des paniers, il y avait des fonds qui faisaient ça, et les fonds envoyaient des valeurs à la baisse, tu comprenais pas pourquoi, parce que, à vrai dire, ils étaient en train de vendre, je dirais, l'ensemble du panier qu'ils avaient proposé, parce que, par exemple, quelqu'un était sorti du fonds. Vous avez un fonds à 200 millions d'euros et vous avez 10 millions d'euros qui se retirent, il faut vendre au prorata l'ensemble du portefeuille. Ce qui fait que vous avez plein de valeurs qui baissent et vous comprenez pas pourquoi. Ça, c'est l'effet des paniers. Alors, c'était pas très compliqué de le comprendre, mais quand vous avez 40% de la cote mondiale qui serait au sein des ETF, ça va devenir un problème. Parce que vous allez avoir un phénomène d'une forte chute, d'une grosse valeur qui est dans les ETF, qui va faire que tout l'ETF sur le SP500 va s'effondrer et va emmener tout le monde avec lui. Résultat des courses, vous avez une corrélation qui est assez particulière entre toutes les sociétés qui composent les gros ETF. Et donc ces gros ETF deviennent dangereux. Parce que vous-même, vous avez des stops que vous avez mis sur votre ETF, donc vous allez vendre l'ETF, vous allez provoquer une baisse parce que Nvidia a provoqué quelque chose, vous allez vendre l'ETF SP500, alors que vous n'êtes pas spécialement vendeur de Nvidia ou acheteur d'une autre, vous êtes simplement en train de vendre votre ETF. Et quand vous faites ça à la hauteur de 40% de la capitalisation boursière mondiale, ça peut provoquer des catastrophes absolues. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que les ETF que je vous disais, c'est les plus gros, ok. Mais il y a des ETF thématiques. Et des ETF thématiques qui sont très intéressants. Je vais vous prendre juste un exemple et vous allez vite comprendre. Un ETF sur le monde médical. Pourquoi pas? Il se trouve que Google travaille sur le monde médical et a fait de la recherche médicale. Donc il est dans les ETF aussi médical. Et puis vous avez Apple qui est à même de faire une voiture. Bon, finalement ils vont pas le faire, mais imaginez qu'ils rentrent dans les ETF sur les constructeurs automobiles. Et puis un jour vous avez Tesla qui se décide de faire une autre activité que ce que vous avez que vous connaissez sur la société, et ils vont rentrer dans les ETF qui sont concernés par une thématique particulière que ferait Tesla. Microsoft est dans les ETF de jeux, ils ont énormément de jeux vidéo à leur disposition. À partir de ce moment-là, je suis en train de vous dire quoi ?
C'est que la baisse de Nvidia, qui est une société qui fait une activité particulière, alors elle aussi peut être concernée d'ailleurs pour se développer, elle va commencer à influencer Microsoft, Google qui influence l'ETF médical, ETF médical qui va emmener votre valeur Sanofi à la cave, et vous n'allez pas comprendre pourquoi. Et là, je suis en train de vous parler de quelque chose qui s'appelle l'effet papillon, mais ça s'appelle aussi un effet systémique. L'effet systémique, c'est un effet qui pourrait emporter toutes les bourses à la chute, sans que vous puissiez rien y faire. Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé en 1987. Alors, j'étais jeune, mais c'est ce qui m'a fait découvrir la bourse et ce qui m'a fait vraiment être fasciné par ce monde boursier. Il faut savoir que le Dow Jones a perdu 22% en une séance. Alors le Nasdaq, etc. n'existait pas, mais le Dow Jones, 22%. Je vous demande de vous rendre compte de la gravité de la chose. Eh bien, c'était tout simplement dû à des nouveaux outils, un peu comme les ETF d'aujourd'hui, des nouveaux outils qui apparaissaient dans le monde de la bourse, parce qu'avant on achetait, on appelait le banquier, c'était fait avec des papiers, etc. Puis un jour sont apparus un truc qui a été révolutionnaire à ce moment-là, ça s'appelle les ordinateurs. Et les ordinateurs ont commencé à créer les robots de trading. Les robots de trading sont apparus dans les années 80. Et puis à un moment donné, ils se sont emballés. Et on maîtrisait pas très bien les robots de trading. Hein. C'était encore une science nouvelle, etc. Ils se sont emballés à la baisse. C'était un marché, à vrai dire, le 1987, c'est un marché qui est baissier depuis un bon bout de temps. Et à un moment donné, ça décroche. Ça décroche et tous les robots se mettent à vendre. Ils se mettent à vendre de manière énorme, et il n'y a rien qui les bloque, il n'y a rien qui les arrête, il n'y avait pas du tout de limite. Et ils étaient gigantesques, ils avaient pris une part importante de tout ce qui se passait sur la cote boursière, et finalement, il n'y avait pas, je dirais, les garde-fous qu'on connaît aujourd'hui. Résultat des courses, tout s'est effondré, ça a été gigantesque, gigantesque. Là, le monde entier s'est effondré. Alors c'est reparti après, il n'y a pas de souci sur le sujet, mais je peux vous jurer qu'il y a des gens qui ont tout perdu, et dans la panique, ont tout vendu et s'en sont retrouvés, mais je peux vous jurer, hein. Moi j'en ai un souvenir assez marquant de voir des gens crier devant Wall Street et de crier leur malheur et qu'ils avaient tout perdu, strictement tout perdu, parce qu'évidemment vous avez des gens qui avaient acheté des produits dérivés avec des leviers, et bon, ils se sont fait balayer par le truc. Voilà, donc c'est ça que je voulais vous dire, c'est que les ETF, tant que je dirais, avec une quantité, une proportion pas trop importante, ça va, mais à un moment donné, on peut avoir un déclenchement qui se provoquera par une succession de choses qui font que on aurait un crack, non pas à cause, je dirais, d'une situation catastrophique mondiale, mais juste à cause de nouveaux outils qu'on a mis en place, qui prennent une place trop importante, et qui finalement, dans leur constitution même, où ils ont très peu de valeur, et où nos GAFAM sont énormément présents un peu partout dans tous les ETF, comme vous l'avez compris, eh bien ça peut provoquer quelque chose de gravissime. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire à travers les ETF, qu'il faut faire attention quand même à l'effet systémique. Ça vous permet aussi de comprendre que quand vous achetez un ETF et que vous avez des actions, vous pouvez avoir des actions qui baissent juste à cause des paniers qui se mettent à vendre à cause d'une autre société qui est dans le même panier. Donc vous vous retrouvez dans une situation où vous pouvez ne pas comprendre certaines évolutions de votre portefeuille, et ça demande à ce que vous compreniez que les ETF sont parfois un peu dangereux. Alors vous allez me dire quelles sont les conséquences par rapport à moi, l'environnement, où moi je prône plutôt le choix d'actions, la sélection d'actions. Eh bien il y a deux choses que j'ai envie de vous dire. C'est que la première, c'est que finalement il vaut mieux acheter un ETF Nasdaq 100 ou SP500 pour être exposé aux États-Unis, hein, ça vous évite en plus, alors quand vous avez en plus l'impact monétaire qui est annulé, c'est super intéressant, ça vous évite d'avoir les problèmes du dollar par rapport à l'euro, et puis ça peut vous exposer à des choses un peu plus exotiques, et effectivement c'est pas inintéressant, et c'est pour ça que modérément on peut avoir des expositions. Ceux qui veulent faire de l'Inde, je suis pas convaincu que l'Inde ce soit le meilleur entre nous, hein, mais bon, ça peut monter, et puis j'aurais eu tort, mais c'est pas très grave. Mais si vous voulez vous exposer à un pays intéressant pour vous, selon vos études, selon une connaissance que vous avez, franchement c'est ce qu'il faut faire. Maintenant, quand je vois tous les gens, et vous êtes très nombreux à me regarder pour savoir quelles actions acheter, quelles actions ne pas acheter, j'ai envie de vous dire, à un moment donné, c'est la sélection de valeurs que moi je prône, parce que il va y avoir un autre phénomène que de dire, voilà, les grosses montent ou baissent ensemble, etc. Et c'est vrai que ça va se passer comme ça. Mais votre performance ne se fera pas vraiment sur les ETF. Elle se fera pour vous protéger, tout en profitant d'un mouvement long terme potentiel vers le haut. Moi, je vous préconise quand même de faire attention, parce que pour l'instant, ça monte souvent, mais je peux vous certifier que quand ça baisse, votre psychologie va prendre une claque. Ce qui est un gros avantage, à mon avis, peut-être dans ce que je fais moi au quotidien, c'est que j'ai constaté, et je constate de plus en plus un phénomène, et ça personne n'en parle, c'est que vous avez les valeurs small, les petites valeurs, les petites capitalisations, qui ont tendance à ne plus monter, quoi. Et elles sont en train de baisser en valorisation par rapport aux grosses caps. Alors vous dites, moi je vais acheter que des grosses sociétés. Mais moi j'ai remarqué un truc, parce que je
travaille que sur ça, je travaille peu les Total ou les Sanofi, comme vous l'avez remarqué, mais de plus en plus, je vois des variations très violentes sur un titre particulier, sur un autre titre particulier, et on a eu le cas, et on verra ça plus tard dans la vidéo sur les pépites notamment, on voit qu'il y a des sociétés qui, quand elles se mettent à partir pour une raison que je connais, je sais pourquoi elles vont monter, c'est violent. Alors c'est violent pour deux raisons. C'est que, elles ont été oubliées. Je vous rappelle que les petites valeurs sont de plus en plus oubliées dans l'univers dont je vous parle. Et plus elles seront oubliées, plus une valeur qui donnera les éléments pour pouvoir dire, bah moi, je réussis ce que je fais, ce que je produis, etc. Vous allez vous retrouver très rapidement avec des décalages, avec une valorisation extrêmement faible d'une valeur qu'elle ne mérite plus ce prix. Et à partir du moment où elle ne mérite plus ce prix, elle va aller très loin, très haut, elle va devenir chère ou pas chère, mais en tout cas beaucoup plus chère que le pas cher d'avant. Résultat des courses, les écarts que je constate sur les marchés des small, quand il y a une valeur qui décale vers le haut, sont beaucoup plus importants. Donc si vous repérez non seulement la valeur, la raison pour laquelle elle est intéressante, et deuxièmement, vous êtes capable de la valoriser, tout ce que j'enseigne à vrai dire dans ma formation, eh bien vous allez pouvoir profiter d'une jambe de hausse très importante, beaucoup plus importante que ce qu'on aurait pu faire sans les ETF. Donc finalement, les ETF sont au service des gens qui font du stock picking, des gens qui font de l'étude de qualité de valeur, de telle manière à ce que quand il y en a une qui est vraiment bien, eh bien elle va décaler fort. Et très fort. Et c'est ça qui est intéressant, je trouve, dans l'évolution qu'il va y avoir, c'est est-ce qu'il faut faire d'ETF? Pourquoi pas? Mais de la sélection de valeurs et de savoir quand acheter la bonne action au bon moment, moi je pense que c'est l'avenir de tous les gens qui veulent vraiment gagner de l'argent en bourse. Donc c'est plutôt positif à mon goût, mais je vous le dis quand même, le jour où il y aura un effondrement des ETF, enfin en tout cas des bourses à cause des ETF, là je peux vous certifier qu'il y a des gens qui ne vont pas comprendre ce qui se passe. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite partie sur les ETF et puis sur les dangers qui peuvent apparaître à n'importe quel moment. Et puis, si ça vous intéresse de me donner votre avis sur le sujet, n'hésitez pas à mettre un commentaire dans la description. Et puis aussi de mettre un like, voire même de vous abonner à cette chaîne parce qu'on essaye à chaque fois de faire un thème qui vous permette de vous éduquer. Maintenant, on va enchaîner avec la partie classique de la vidéo, la macroéconomie. Allez, c'est parti. Pour la partie macroéconomique, effectivement, cette semaine, on va voir une partie très, très modeste, il n'y a pas grand-chose, donc on va passer très rapidement. Mais on a eu mardi l'ensemble des PMI manufacturiers et de services un petit peu partout sur l'Occident, avec les Français et les Allemands d'un côté qui, je dirais, commencent à se remettre lentement, enfin, se remettre lentement, je dirais c'est la partie service en France, puisque vous voyez bien que la partie manufacturier, ici, elle est encore en baisse, donc l'industrie française va mal. Et ne voit pas les choses très positivement dans le futur. Celle qui est allemande, c'est pas terrible non plus, mais ça s'arrête de baisser. Alors, personnellement, pour moi, l'Allemagne, on est au point bas et je vois des choses qui se passent, notamment sur les marchés, qui me font dire que l'Allemagne, on est peut-être en bas. Alors, être en bas, ça veut peut-être pas spécialement dire qu'on remonte, mais que ça baisserait plus, ce qui est déjà une bonne chose. Mais moi, je vois des cours de bourse qui remontent sur l'Allemagne, sur certaines catégories, qui me paraissent intéressantes. Et puis, les PMI américains aussi sont prévus, je dirais, à se calmer. On verra bien si ça se vérifie, parce que c'est une prévision, on voit le petit P ici, ce sont des prévisions, mais je dirais qu'on est en dessous, on serait autour de 50, donc on aurait un ralentissement de la part de la machine américaine. Moi, je suis pas convaincu que ce soit le cas. On verra bien, mais on surveillera ça de près pour la validation de ces chiffres pour le mois d'avril. Et puis on a les ventes de logements US qui sont reparties fortement à la hausse au mois de mars. Donc à partir de ce moment-là, si les gens achètent des maisons et qu'on leur trouve des crédits, je vois pas trop où est le problème dans ce pays. Ne la cherchez pas, la crise, elle n'existe pas. C'est mercredi qu'on a eu un élément très intéressant sur je dirais, la santé allemande, puisque l'indice IFO, le climat des affaires, c'est un sentiment de marché, on va dire, qui était à 87,9 est passé à 89, il était prévu 88,9 et il est encore meilleur. Donc ça remonte en Allemagne, il y a un sentiment un peu meilleur quand même sur la partie germanique. Et puis c'est jeudi qu'on a eu les fameux chiffres du trimestre. Alors là par contre on va discuter 5 minutes, parce que le PIB trimestriel est inférieur, fortement inférieur et très inférieur au mois précédent. Bon, on peut pas non plus planer tout le temps trop haut, faut redescendre un peu, mais on est en dessous et je vous le dis, c'est des raisons techniques. Alors, on va pas rentrer dans le détail, mais globalement pour moi c'est un trou d'air. Et ça fait réagir les marchés assez violemment, je vous le cache pas, mais ça a remonté très très fort, ça a baissé dans tout l'après-midi, mais en soirée, les États-Unis sont remontés très fort, avec des résultats d'entreprises qui ont vraiment mené la cote boursière toute la semaine. Et puis on voit l'inscription hebdomadaire au chômage être encore un peu plus inférieure à l'habitude, donc voilà, j'ai envie de vous dire, tout va bien
aux États-Unis. Et c'est pas le souci du PIB qui pose problème. Les indicateurs ne disent pas du tout ça. Ailleurs, c'est le seul qui le dit. C'est des calculs un petit peu compliqués qui font qu'on en arrive à ce chiffre un petit peu aberrant. Mais je vous certifie que c'est pas du tout mauvais. Et puis on a ce vendredi, j'enregistre après les PCE américains qui sont quand même l'élément important de la journée, puisque la décision de la BOJ, elle vient de remonter ses taux, c'est déjà exceptionnel pour le Japon, ils ont déjà fait un effort phénoménal, ils vont pas le faire 2 fois de suite, donc ils bougent plus, mais ils sont au-dessus de zéro, ce qui est l'événement, je l'avais déjà dit, une autre émission. Mais le PCE Core, lui, par contre, c'est important parce que c'est la vraie inflation, c'est l'inflation que regarde la Fed, et c'est une inflation qui était à 2,8, prévue baisser à 2,6, et finalement elle est à 2,8. Alors c'est le PCE Core. Le PCE Core, c'est la partie structurelle, donc qui enlève, je dirais, la partie alimentaire et énergie, qui fait que c'est vraiment la partie la plus structurelle de l'inflation qui est représentée ici et qui remonte un petit peu. Alors, sincèrement, moi, je suis pas plus inquiet que ça. Et le marché, il l'a pas vu très inquiétant, puisqu'il n'a pas bougé vraiment. Il est même plutôt positif. Ça repart vers le haut, en tout cas au moment où j'enregistre. En gros, voilà, pas de panique. On est sur un palier. On est à 2,8. Enfin, à un moment donné, il faut regarder 2,8. On est proche de 2. On est en dessous de 3. Donc, c'est pas non plus une catastrophe. Donc voilà pour le sujet, et comme je vous le dis depuis longtemps, l'inflation, c'est plus le problème du tout. Voilà, j'en ai terminé avec la partie macroéconomique, vous avez vu, c'était rapide, on va faire vite. On va enchaîner tout de suite avec les indices, et où ça a bougé cette semaine, et c'est dû aussi aux résultats d'entreprise, surtout aux États-Unis, où ça a bougé fortement. On va regarder le résultat sur les graphiques. Allez, c'est parti. Et on commence comme d'habitude avec notre Cancunais national qui va finir son mois d'avril. Finalement, je suis désolé, mais c'est reparti pleine balle. Donc il va clôturer plus ou moins positivement, pas négativement en tout cas. Donc voilà, on verra bien ce que ça donnera en mai. Sell in May and go away, paraît-il. Bon, ouais, j'ai envie de vous dire stable in May and go away. Donc pour moi, c'est plutôt la stabilité. Alors ça gigotera. Voilà, ça gigotera. Peut-être plus accéléré, faire une pause, mais de là à dire que ça va continuer à monter, waouh. Attention à pas trop s'aventurer, surtout que le CAC 40, pas le GR, le CAC 40, celui qu'on voit, il va avoir les dégrèvements de dividendes qui vont tomber au mois de mai, et qui fait que généralement ça fait baisser un peu le graphe de manière assez technique. Voilà pour le CAC 40, on va enchaîner avec l'hebdomadaire s'il y a des choses intéressantes à regarder. Et je vous rappelle qu'on avait mis en place un couloir haussier, on va voir s'il va être respecté. En tout cas, ce qui est certain, que c'est pour l'instant, on a rebondi pas très loin de lui, donc il serait pas tout à fait bon. On verra dans le futur si j'ai raison, ça peut aller revenir toucher et puis repartir, ça serait validateur. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas grand chose à indiquer. Les mèches que vous voyez ici, les 2 mèches sur les 2 semaines qui viennent d'arriver, j'ai agrandi, vous voyez bien, il y a 2 mèches ici assez importantes, donc ça a baissé jusque-là, puis ça a été racheté, là ça a recommencé. Ça veut dire que le marché est pas baissier. Le marché n'est pas baissier du tout, donc on se fait peur, mais il n'y a strictement rien à attendre d'un marché comme ça à la baisse. Donc on continuera à peut-être latéraliser, finalement on regarde bien, c'est le niveau de prix qu'on avait mi-février, et on est en train de traîner ici, on verra bien ce que ça donne dans le futur, mais pour l'instant rien de particulier, pas de directionnel, on est en phase de consolidation à plat. Allez, on va aller voir tout de suite sur le daily s'il y a des petites choses intéressantes à compléter pour le CAC 40. Alors je vous rappelle que j'avais créé un couloir baissier dans le couloir haussier, et lui par contre il a eu beaucoup d'expressions, puisque on était ici la semaine dernière, il l'a cassé, il est revenu dessus, mais il a pas reclôturé à l'intérieur, et il est en train de repartir. Donc j'agrandis pour ceux qui ne voient pas. Donc, vous voyez, il a fini ici en clôture, et il est reparti aujourd'hui, ce vendredi. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner au-dessus ici, si ça tape ici et que ça va aller plus loin. Ça serait retrouver les niveaux de 8230. Là, j'ai envie de vous dire, j'ai pas de plan particulier à vous dire, on verra bien. Ce qui est sûr, c'est que le petit couloir qu'on avait fait, il est obsolète, on va le faire disparaître. Voilà, on est à jour, et puis on verra bien ce que ça donne dans le futur. On va aller voir tout de suite l'Allemagne, ce que cela donne, et on va pouvoir comparer assez facilement avec nos amis allemands. Alors en Allemagne, on était arrivé à un niveau que je vous ai dit qui était très intéressant. On avait changé la couleur ici, je trouvais ça très intéressant, et ça a été le point bas, et c'est reparti pleine balle, donc ça a été tout à fait validé. Cette petite oblique n'a plus d'intérêt, on va peut-être en tracer une autre parce qu'elle me paraît intéressante pour un autre sujet. Voilà, je pense que c'est la nouvelle configuration qui correspond. J'agrandis un petit peu, vous voyez, ici, on touche ici, on vient toucher là, et on repart pleine balle. Donc visiblement, ça a l'air d'être perspicace cette oblique. On verra bien dans le futur, mais elle a l'air d'avoir du sens, donc on verra bien. Et j'ai le sentiment... Attendez, bougez pas.
Ouais, c'est ça. Et on a un couloir haussier qui vient de se mettre en place. Donc j'ai envie de vous dire que sur l'Allemagne, tout va bien pour le meilleur des mondes. On va les voir en daily, s'il y a des petites choses sympathiques qui nous permettent de nous éclairer un peu plus. Ah bah voilà, ça c'est nickel, c'est tout propre, c'est tout joli. Donc on a une belle accélération ici avec un Marubozu qui est en train de se former. Alors la clôture est pas faite, hein. La Marubozu, c'est je démarre tout en bas et je finis tout en haut. Il n'y a pas de mèche ni en bas ni en haut. Ça s'appelle un Marubozu. Dans l'autre sens, ça s'appelle un Morobozu. Donc on a bien touché le niveau ici, on repart vers le haut, ça gigote à cause des Américains et des résultats américains, mais finalement on finit très fort la semaine, donc tout va bien, ça fait une belle semaine qui se termine pour nous, puisque on va faire à peu près 2,5% de hausse sur le DAX en Allemagne. Allez, on va aller voir les Américains, ce que ça a donné, ça a beaucoup bougé, on va aller voir ce que ça donne. Alors j'ai envie de vous dire pour la partie américaine, sur le Dow Jones, il n'y a pas grand chose à dire, si ce n'est que je perçois un petit truc, on va rajouter, voilà, la parallèle de cette oblique là qu'on rajoute ici, et ça fait que c'est peut-être un couloir, donc ça pourrait encore corriger un petit peu, on verra bien, mais si ça fait ça, ce sera aussi peut-être un moment difficile, on ne sait pas, on verra bien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que voilà, graphiquement, on verra ce que ça donne dans le futur pour le Dow Jones. Tiens, j'en rajoute une ici que je viens d'apercevoir, qui peut servir un jour, on verra bien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est haussier, et que la semaine a été un petit peu mouvementée quand même sur le Dow Jones. On va aller voir en daily tout de suite ce qui s'est passé, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire sur l'hebdomadaire. Voilà, c'est ce que je vous expliquais, ça gigote pas mal. Allez, j'agrandis, regardez bien, c'était remonté comme ça a ouvert avec une grosse accélération baissière, puis ça a été racheté et en train de remonter. Enfin, franchement, la semaine a été compliquée. C'est une semaine d'indécision, on verra bien si ça veut repartir vers le bas ou vers le haut. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que bon, pour l'instant, RAS solde tout compte, hein, parce que ça a pas mal gigoté quand même dans la semaine. On va aller voir le Nasdaq, vous allez voir que c'est encore un peu plus important. Alors je vous rappelle que le Nasdaq est sorti de son couloir qui était très serré, hein, on a bien accéléré vers le bas et on est en train de faire une bougie assez sympathique. Alors c'est mal, je vais pas dire ce que c'est parce que les puristes vous diront non, c'est pas vrai, mais ça s'appelle un harami, peut-être que ça va repartir vers le haut, bon, on verra bien ce que ça donne, mais en tout cas ce qui est certain, c'est que on peut repartir, aller retoucher l'oblique de telle manière à faire un plus haut historique puis repartir vers le bas. Ça ferait qu'on serait haussier, un peu moins haussier qu'avant, mais pour l'instant j'ai envie de vous dire bon, il n'y a pas grand chose à signaler sur le marché américain. On voit que ça rebondit pas mal et que ça a bien rebondi cette semaine. Au moment où je vous parle, ça a repris 3,8%. C'est assez impressionnant. C'est pourquoi ça? Parce que c'est simplement les résultats des GAFAM qui sont arrivés, et le Nasdaq, le Nasdaq 100 en est composé de beaucoup trop grosses manières, mais on va pas revenir sur la notion d'ETF, c'est complètement lié par rapport à ce que je vous disais. Et ce qui s'est passé la semaine dernière est une exagération, à mon avis ici, de la conséquence de ce que Nvidia avait annoncé. Entre nous, ça me paraît de plus en plus malsain ces histoires. C'est pour ça que j'ai fait cette émission sur les ETF. Allez, on enchaîne avec le daily pour voir s'il se passe quelque chose de particulier avec les bougies daily. J'ai envie de vous dire, il n'y a pas grand chose d'autre à dire que nos bougies daily sont très gigotantes et c'est assez impressionnant. Donc voilà, ça bouge, ça monte, ça baisse, ça fait des gaps partout. C'est un vrai gruyère. On verra bien si ça se rebouche. En tout cas, celui-ci, ce gap-là, il a été efficace, il a été rebouché, il n'existe plus, mais il a été aussi le support. On peut marquer le support parce que techniquement, ça peut donner un niveau intéressant dans les futures semaines. Voilà pour le marquage de cette partie ici. En tout cas, ce qui est intéressant pour moi, ce sera le passage de 17 800 concernant le Nasdaq. Si on a un renvoi vers le plus bas, eh bien écoutez, moi ce que je vous propose, c'est qu'on ira voir les 17 000 de nouveau et peut-être aller un peu plus bas. Je suis pas non plus enclin à dire qu'on va remonter pleine balle vers le haut, enfin bon, avec des résultats des GAFAM qui sont ce qu'ils sont. On ne s'étonnera plus de rien. On verra bien. En tout cas, ce qui est certain, que c'est pour l'instant, il n'y a pas vraiment un marché baissier. C'est un marché correctif avec des rebonds techniques. On verra bien si dans le futur, ça se confirme. Voilà, je vais terminer avec cette partie-ci. On va enchaîner avec la partie de vos valeurs, les valeurs que vous m'avez demandé à étudier. Alors franchement, il y a pas mal de dossiers très intéressants et on va les étudier assez profondément de telle manière à ce qu'on puisse tirer des conclusions sur chacun des dossiers que vous m'avez donnés. Alors je vous rappelle quand même que cette partie-ci, c'est une partie qui vit grâce au fait que vous me donniez des valeurs dans les commentaires. Si vous m'en donnez pas, bah écoutez, elle s'éteindra toute seule. C'est pas très grave, mais en tout cas, ce qui est plaisant, c'est de voir qu'il y a une interactivité avec les abonnés de la chaîne. Allez, on enchaîne tout de suite avec ça, mais on verra d'abord le disclaimer avec toutes les précautions qu'il faut avoir, ce ne sont pas des conseils, et puis aussi la biblio pour retrouver toutes les valeurs que j'ai déjà étudiées dans le passé. Allez, c'est parti, on se retrouve juste après.
Le petit disclaimer qui permet de voir que je ne suis pas un conseiller et que tous les graphes que je vous présente sur tous les actifs ne sont ni des conseils d'achat ni des conseils de vente, mais juste mon avis. Alors pour profiter de toutes les informations qu'il y a avec la biblio de Ricardo, sur l'année 2023 il y a eu plus de 300 valeurs étudiées, eh bien vous allez sur la chaîne par le biais du menu YouTube, voici juste devant vous. Et vous allez dans la barre de recherche trouver votre chaîne préférée fondamentalement bourse. Elle apparaît assez rapidement, vous cliquez dessus et vous arrivez dessus ici. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant ici et activer la petite cloche qui va bien, de telle manière à ce que vous puissiez avoir toutes les notifications de toutes les vidéos qui sortiront dans le futur. Ensuite, vous cliquez sur la chaîne et vous arrivez sur le menu de la chaîne et vous allez cliquer sur la petite loupe qui est ici pour y mettre la valeur que vous recherchez. On va prendre l'exemple de la meilleure valeur de l'année dernière, de 2023, qui est Redelphi. Et vous cliquez et vous voyez qu'apparaissent les deux vidéos sur lesquelles Redelphi a été cité. Voilà comment vous pouvez trouver toutes les valeurs qui vous intéressent dans la chaîne. Vous pouvez aussi taper le code de la valeur, c'est beaucoup plus fiable. Une faute d'orthographe est vite venue. Voilà, n'hésitez pas non plus à regarder la date à laquelle a été faite la vidéo. S'il y a plus de 3 ou 4 mois, vous pouvez me demander une mise à jour. Voilà, je vous laisse maintenant à la vidéo et profiter des nouvelles valeurs que nous étudions tout de suite. Voilà, puis je précise que je ne fais toujours pas d'américaine, on fait que des valeurs éligibles au PEA, et puis je vous impose juste une chose, c'est de mettre le prénom, ça me permet de commencer comme ça, avec la première valeur que Tanguy m'a proposée, qui est I2S, et on va aller voir ça tout de suite. Alors I2S, quand on regarde ça, on se dit, ah bah tiens, c'est intéressant, couloir haussier, impeccable, génial, on est un peu en haut, donc c'est pas le moment d'y aller, et du coup, bah, merci Tanguy d'avoir donné une super valeur. Il se trouve que tu vas vite déchanter parce que j'arrive même pas à comprendre comment les gens peuvent s'intéresser à ce type d'action. L'entreprise est peut-être intéressante, hein, mais ce type d'action, pour moi, c'est absolument rédhibitoire, totalement. Mais je vais regarder vite fait quand même s'il y a des fondamentaux, si j'ai des informations, et puis je reviens tout de suite pour te faire voir ce qui se passe en hebdomadaire. Ouais, je confirme, ça m'intéresse pas du tout. Et je vous laisse admirer ce graphe. Alors ce n'est pas du tout un graphique en 1 minute, hein, c'est un graphique en semaine. Chaque bâton, c'est une semaine. Vous avez l'impression que c'est un vrai gruyère. Bah, tout à fait, parce que nous avons une société qui est ultra illiquide. Illiquide veut dire qu'il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de fonds, il n'y a pas d'acheteurs et de vendeurs, il y a très peu d'acheteurs, il y a très peu de vendeurs. Alors vous allez me dire très peu de vendeurs, super, ça peut monter fort. Oui, bah, ça peut faire pareil dans l'autre sens. Alors on va aller voir en daily, une fois n'est pas coutume, pour que vous compreniez la chose. Donc voilà, dans une journée, ce qui se passe, vous avez parfois un bâton vert ou un bâton rouge et puis des petits points. Les petits points, ça veut dire que il y a une cotation une seule fois le matin, et quand vous avez bâtonnet, c'est qu'il y a deux cotations, une cotation le matin et une l'après-midi. Ça s'appelle des valeurs au fixing. Les valeurs au fixing sont cotées 2 fois maximum dans la journée et ça vous donne ce genre de graphique. Fuyez ces valeurs. Je sais même pas pourquoi tu me parles ça, et j'ai envie de vous poser une question générale. Bah, répondez-moi dans la partie de la description de la vidéo, mais pourquoi vous considérez qu'avoir un petit portefeuille, enfin j'espère que tu en as un petit, parce que si en plus tu veux mettre beaucoup d'argent dessus, alors là je suis complètement effaré, mais pourquoi vous considérez que parce que vous avez un petit portefeuille, vous n'avez pas à acheter des grosses valeurs, des grandes valeurs? Sincèrement, je vous préconise de surtout pas faire ça. Enfin, j'arrive même pas à comprendre comment vous pouvez être aspiré par ça. Je te le dis quand même, Tanguy, tu peux faire des années d'émissions gratuites. Je pense qu'il va falloir que tu te formes là. Enfin, moi, je suis atterré de voir qu'on puisse avoir même l'idée de faire ça. Ça veut dire que alors, il faut que tout le monde commence, hein, on est bien d'accord, hein, les tout petits nouveaux, hein. Moi, j'accueille des gens qui sont nouveaux dans ce que je propose, mais sincèrement, faut que tu te fasses accompagner, là. Moi, je te le dis. Soit moi ou un autre, c'est pas l'importance, mais fais quelque chose. C'est pas possible que tu retiennes des valeurs comme ça. Voilà, donc t'as bien compris, hein, je t'en veux pas du tout, hein, au contraire, ça me permet, alors quand vous faites ça, surtout ne vous inquiétez pas, mais ça permet aussi, pour vous, ça reste anonyme, hein, et Tanguy, il y a des Tanguy partout, mais ce qui est important aussi, c'est que ça vous permet à tous ceux qui n'ont pas osé la proposer de dire, ah ok, d'accord, il faut pas faire les illiquides, il faut pas faire les valeurs cotées au fixing. Et ça, cette tête-là, c'est tout ce qu'il faut retenir de cette valeur, c'est ne le faites pas. Et puis n'hésitez pas, même si vous hésitez, si vous avez le sentiment que je vais pas aimer, ça permet de faire des rappels, ça permet de faire des redites, et ça permet à des gens de sauver une partie de leur portefeuille boursier. C'est tout l'objectif, je dirais, sociétal de ce que je fais, c'est essayer de sauver des petites retraites futures. Peut-être pas gagner d'argent, mais au moins les sauver d'une mort certaine, parce que là tu risques vraiment gros. Ça se trouve c'est une bonne boîte, c'est une toute petite entreprise, je sais pas du tout si elle est viable, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que t'as pas du tout, ça devrait même pas exister en bourse ces valeurs-là. Voilà pour I2S, je te remercie en tout cas Tanguy pour cette valeur. On va enchaîner avec Pierre-Henri qui m'a parlé d'une société qui se trouve en Italie et qui effectivement est assez intrigante, et on va pouvoir là
parler un petit peu plus de liquidité. Allez, c'est parti pour la société Suker Frame, je crois. Excuse-moi pour la prononciation. Allez, on enchaîne tout de suite. Alors voici le graphique de la société. On voit qu'on est dans un canal baissier depuis un certain temps et on est dans le domaine, je dirais, du bâtiment, puisque c'est une société en gros qui fabrique des fenêtres pour être tout simple, et on n'est pas sur une société de croissance en soi-même, même si elle a redémarré assez fort ces derniers temps. Je dois admettre que je suis assez douteux de voir comment la valeur de cette société, effectivement, tu dis qu'elle est pas chère, effectivement elle est pas chère, mais de voir ce phénomène où il n'y a strictement aucun rebond et où les rebonds sont tous vraiment abandonnés. Il n'y a pas d'acheteurs sur ce dossier-là, il y a quelque chose qui se cache. Moi je suis assez douteux quand je vois des comportements pareils sur une valeur, je suis quand même assez douteux de voir si la société, que la société soit aussi peu valorisée. Et donc ça veut souvent dire qu'il y a un loup. Il y a un loup et il faut que tu t'en méfies. Alors c'est pas parce que, et c'est là où vous avez une difficulté, c'est vous regardez des chiffres. Alors certains avaient des compétences en termes de chiffres qui sont intéressantes. Et je vous le dis quand même, hein, le fondamental c'est pas que des chiffres, c'est aussi des attitudes et des aberrations. Ce sont parfois pas des aberrations, c'est rarement le cas. Je te le dis quand même. Alors si c'est le cas, on aura le temps de le voir graphiquement, mais pour moi c'est pas un dossier auquel faut prêter plus d'attention que ça. Il y a beaucoup mieux ailleurs. Je m'étonne toujours de voir des gens aller se promener en Italie comme ça, sans trop de protection entre guillemets. Fais attention, hein, parce que tu vas déchanter un jour, tu vas te prendre une claque. T'es quand même loin de tes bases et fais attention. Le marché français, il est peut-être un que je déteste, mais moi j'ai bossé énormément pour pouvoir bosser à l'étranger. Et l'étranger, bah c'est toute une méthodologie quoi. Mais je te le dis quand même, il faut quand même faire très attention à cet exotisme pour l'exotisme. Voilà pour ce que j'ai à dire. On va regarder un peu techniquement en hebdomadaire ce qui se passe, mais tu vois, quand je vois alors ça va rebondir parce que tu as effectivement une oblique intéressante, ça a tapé là où il fallait, mais je trouve que ça y va vite, si tu vois ce que je veux dire. Ça y va très vite et ça respecte techniquement des choses. Pour l'instant, techniquement, rebond, mais rebond, tu vas voir qu'il est peut-être pas si fort que ça. On regarde ça tout de suite. Parce que quand j'ai tracé ce couloir, je me suis mis à écrire cette oblique et je la trouve assez pertinente parce qu'elle est parallèle à notre couloir. Et cette oblique, bah, elle est pas très loin, hein. On est à 3,25 € à un moment où j'enregistre et ce serait 3,85 €. Alors ça fait un trade, tu peux faire un trade, mais investisseur, waouh. Faut creuser. J'ai envie de te dire, reviens vers moi en disant j'ai creusé, je sais qui ils sont, je sais ce qu'ils font, je sais pourquoi il se passe ci, je sais pourquoi il se passe ça. Mais tant que t'as pas ça, moi personnellement c'est ultra dangereux. Il faut faire très très attention à des valeurs qui baissent comme ça depuis si longtemps. Je te le dis quand même, mais le sommet il est en 2021, donc ça fait quand même 3 ans que le dossier baisse et qu'il a divisé par 4 quoi. Donc fais attention quand même à ce que je te raconte par rapport à ce que je te dis, parce que si tu veux, pour moi il y a un problème avec les chiffres. C'est ça que je retiens et j'ai entre guillemets pas le temps de creuser, mais il y a pas d'intérêt sur le dossier. Il y a vraiment pas d'intérêt sur le dossier. Et il y a bien plein de gens ici là qui sont en train de dire j'achète parce que c'est pas cher, ça c'est sûr, il y a pas que toi qui le pense hein. Mais faites bien attention de ne pas être les dindons de la farce de la prochaine mouture. Ceci étant dit, tu peux avoir un rebond et n'hésite surtout pas à en profiter. J'agrandis un petit peu pour ceux qui voient pas. Voilà, tu peux aller ici, voir aller chercher un peu plus haut, peut-être aller niveau là à 4,38, ce serait un super trade pour toi. Tout va bien, mais bon après, est-ce que c'est le point bas historique ? Oui, il y en aura un point bas historique. Mais est-ce que c'est celui-là ? Moi, je sais pas, je vois pas d'éléments qui me font dire le contraire. Ah voilà pour Suker Frame, j'espère que je le prononce bien. Mais je te remercie en tout cas de m'avoir donné une valeur qui était assez intrigante, je te cache pas au début, mais très rapidement je me suis dit, oh là là, méfiance, méfiance. Le bâtiment, ça va pas très fort cette année, et il n'y a pas qu'en France. On va enchaîner avec une valeur beaucoup plus franco-française, une société que j'apprécie pas mal, et qui a eu des soucis il y a très peu de temps. Elle s'appelle Edenred, et c'est Bob qui me l'a demandé. On va étudier ça tout de suite. Alors mon cher Bob, je te le dis, c'est une valeur que j'ai déjà étudiée, puisqu'il y a déjà un tracé qui a été fait, et j'ai envie de te dire, il n'y a pas grand chose à dire d'autre que je rajoute ça. Voilà, le bas c'est une zone, c'est plus une zone qu'autre chose, il y a eu 2 touchettes vers le bas, ça rebondit, on est tout en bas. J'ai envie de te dire, un investisseur, il est acheteur ici, je suis complètement d'accord avec toi, c'est formidable, t'as raison, nickel. Mais je crains que tu sois un peu novice et je crains que tu sois un petit peu désarçonné si ça part vers le bas, parce que c'est pas impossible que ça parte vers le bas. Alors je te le dis quand même, c'est une société qui subit le spectre, c'est terrible, hein. Toutes les valeurs qui rentrent au CAC 40, dès qu'elles rentrent, elles se prennent une claque. Et regarde bien,
elle est ici Edenred quand elle rentre et badaboum, c'est parti. Mais il y a une bonne raison. Et on va le voir dans l'hebdomadaire, tu vas voir que c'est assez flagrant. Tu vois que bon, on va mettre à jour évidemment, mais dans l'hebdomadaire, tu vois les accélérations baissières, ça rebondit lentement, et bam, ça en reprend une, et bam, ça en reprend une. Et il faut que tu t'alertes, mon ami. Si tu t'alertes pas là-dessus, je peux pas t'aider. Est-ce que c'est le point bas? C'est possible. Il y a des gens qui vont te faire des théories, notamment ceux de les vagues d'Elliott vont te dire ouais, c'est la fin, c'est la, je sais plus quoi, je sais plus tout à fait, je regarde ça de loin, mais franchement, ouais, pas de problème. Sauf qu'il y a eu une news. Il y a eu une news qui est catastrophique pour Edenred. Donc on va mettre à jour le graphique, mais je te le dis quand même, il y a une news terrible. Allez, je mets ça au carré, et puis je te dis ça tout de suite après. Voilà, je pense que c'est comme ça, hein, c'est un couloir baissier assez long, tu vas taper fort, tu rebondis, etc. Donc la news en question, on va dire, c'est qu'il y a un procès qui est en cours, je crois que c'est en Italie, auprès d'Edenred, qui aurait fait des choses pas très bien. On va dire, j'ai envie de te dire, moi quand je lis des news pareilles, et puis que je vois la réaction du marché, ciao, bye bye, merci, bonne journée, au revoir. Je crois que c'est la bougie qui se trouve ici, mais j'en suis pas bien sûr, et tu vois, c'est une bougie avec beaucoup de volume, donc c'est pareil, on s'en va, on se sauve, et moi, Edenred, j'ai oublié, je sais pas ce que ça va donner, et je peux te jurer que je te préconise de faire la même chose. Superbe boîte, oui, bah ouais, mais bon, faut pas avoir de procès, hein. En bourse, ça fait pas de cadeau, t'es face à une biotech, hein, finalement, c'est exactement la même chose que les biotech, t'attends un résultat, t'espères, j'y crois, la fameuse phrase que je trouve complètement catastrophique en bourse. Non, faut arrêter d'y croire, il y a eu un problème, tu sais pas du tout, t'es pas derrière le juge, t'es pas avec les avocats, t'en sais strictement rien, bonne journée, au revoir, il y a autre chose à faire ailleurs. Voilà pour Edenred, c'est clair, c'est simple, et c'est efficace. En tout cas, je te remercie de m'avoir fait demander, parce que ça fait longtemps que vous me l'avez demandé, et du coup, voilà, on est à jour, et Edenred, merci, bonne journée. Il faut prendre en compte les news, si vous les lisez pas, je sais pas, là aussi... Comme Tanguy, j'ai envie de te dire, pose-toi les bonnes questions par rapport à ta compétence, c'est ce que tu sais de la bourse. En tout cas, ce qui est certain, c'est que sur Edenred, tu sais au moins une chose, c'est que celle-ci, personnellement, moi, j'y vais plus, m'intéresse plus, alors que, voilà, les chiffres sont canons, ça revient, et finalement, je suis en train de raconter tout le temps la même histoire. Il n'y a pas que les chiffres dans l'histoire. On va passer une autre valeur que Frédéric m'a demandé, elle s'appelle Obiz, et on va aller regarder ça tout de suite, on me l'a jamais demandé, je pensais qu'on l'avait déjà faite, mais on l'avait jamais faite. Là aussi, tu vas voir que je vais être assez clair sur le sujet. Alors voilà pour Obiz, on est depuis son introduction en bourse en train de naviguer entre son cours d'introduction autour de 7,50 € et le niveau de 5, on va dire pour être simple, et ça gigote, on est en mensuel, il n'y a rien d'autre à obtenir, je dirais, de ce graphique, si ce n'est, c'est la neutralité totale, et on est plus ou moins bas, c'est peut-être pour ça d'ailleurs que tu me sollicites sur le sujet. On va aller voir en hebdomadaire, et je vais faire un petit tour vers le fondamental pour voir s'il y a quelque chose à tirer d'Obiz, même si je connais le dossier et que je suis pas fan, mais bon, je peux me tromper, je vais me mettre à jour. Ouais, c'est un superbe dossier, on voit des superbes chiffres. Putain, c'est à chaque fois la même chose sur cette émission, vous allez me sortir des trucs, vous regardez les chiffres, ah bah ouais, c'est des beaux chiffres, sauf qu'ils tiennent pas leurs promesses. Et si tu tiens pas ta promesse, je vais te chanter Dalida, c'est paroles, les paroles, les paroles. Et voilà, tout simplement. Ils racontent que des bobards, et puis ils corrigent tout, et puis ils disent, ouais, finalement, on va pas faire ci, on va pas faire ça, et puis voilà. Donc, ils ont des super chiffres, mais ils sont incapables de les faire. À partir de ce moment-là, je vais te dire, les investisseurs, ça les intéresse pas du tout. Donc, c'est pour ça que ça bouge pas. C'est pas cher. Tu peux me raconter tout ce que tu veux sur un dossier comme ça. C'est pas cher, ils sont pas endettés, ils sont pas ceci, ils ont plein de trucs, ils ont plein de cela, c'est des gens super intéressants, ils m'ont payé l'apéro, ils étaient très sympas. Ouais, si tu veux. Mais, le problème, c'est que ces gens-là tiennent pas leurs promesses. Et les marchés financiers font pas de cadeaux à ceux qui tiennent pas leurs promesses. Donc à partir de ce moment-là, n'attends rien. Tu peux techniquement toucher 5 et puis aller plus bas. Mais on va aller voir l'hebdomadaire tout de suite. Mais sincèrement, voilà, vous m'avez... je sais pas, c'est l'émission spéciale. J'ai des beaux chiffres, mais je ne regarde que ça. Et comme ça, écoute, Ricardo, il va me dire ce qu'il en pense. Et puis on verra bien. Je suis pas un service de distribution, les amis, hein. Je vous le dis tout de suite, vous me donnez des dossiers qui sont, vous regardez pas les news, quoi, vous regardez pas les informations, enfin, je sais pas. À un moment donné, il faut passer du temps aux informations, parce que moi, je fais qu'une émission par semaine, il y a des centaines d'informations par, voilà. C'est tout l'objet, je dirais, de faire, c'est justement se concentrer sur peu de valeurs, et au moins se concentrer sur les meilleurs. Obiz semble être une bonne valeur, moi je le sais, hein, parce que je l'ai surveillé, je l'ai regardé, je la connais. Mais moi, je sais une chose, ça y est, je sais pourquoi. Je me rappelais pas, hein. Ce que je sais, c'est que je l'ai éliminé de mon environnement. Et pourquoi je l'ai éliminé de mon environnement? Parce que, c'est des paroles en l'air, hein. C'est comme la chanson, hein. Les paroles, hein. Je suis désolé.
Aujourd'hui, on n'a que ça. Vous regardez pas les news, vous faites pas attention. Il faut que vous fassiez vraiment un effort sur le sujet parce que elle est en bas, elle va rebondir. Effectivement, c'est hyper, encore une fois, illiquide. Donc, comme vous cherchez la martingale d'une petite valeur qui serait super géniale, etc. Ouais, elle l'est peut-être, mais ils tiennent pas à leurs paroles. Ils tiennent pas leurs paroles et en bourse, ça fait pas de cadeau. Donc, vous obtiendrez rien d'une valeur comme ça tant qu'il n'y aura pas une organisation, une structuration qui dira je tiens mes paroles, je tiens mes objectifs, je fais ce que j'ai à faire, et là, tu obtiendras quelque chose. Donc, j'ai envie de te dire, pour l'instant, tu as un couloir dans un couloir. Tu as le couloir ici, entre 6,70 et un 5,50. Alors, en exagération, ça peut aller sur 5. Je suis pas convaincu que ça aille descendre plus bas, parce que c'est pas un mauvais dossier, mais ça montera pas. Donc, t'achètes en bas, tu vends en haut, et puis ça peut durer des années. On verra bien. Et si ça sort de là, 7,50, et puis que ça construit quelque chose au-dessus, allez hop, j'écrase, et puis tu fais un truc là autour de 7-8, et puis que ça, là, tu pourras commencer à t'intéresser au dossier pour un investisseur. Mais tant que c'est dedans, il y a aucun intérêt. Aucun intérêt. Et puis je te le dis quand même, la sortie peut être aussi vers le bas, qu'on soit très clair sur le sujet. Voilà, je te remercie tout de même pour me l'avoir donné. Ça fait très longtemps que vous m'avez sollicité sur ce dossier-là. Tellement longtemps d'ailleurs que je crois qu'on me l'avait jamais demandé. Mais mes élèves qui m'en parlent, j'ai dit non, parfois ils oublient de regarder les news. Il faut regarder les news et ils savent les lire, eux. On va enchaîner avec une valeur qui là c'est tout autre chose, et là on va se faire plaisir avec un monstre, une superbe valeur qui s'appelle ASML, et c'est Alain qui m'a demandé, et là je vais pas du tout avoir le même discours. Allez, c'est parti. Alors voici l'aventure d'ASML. ASML, alors j'ai laissé puisque c'est on l'a déjà faite il y a longtemps, cette valeur, et on avait tiré un couloir ici, j'ai juste rajouté une petite exagération comme ça, et la nouveauté, je dirais qui vient d'apparaître, j'ai envie de vous dire même, on va même pas la mettre en pointillé, c'est qu'on est dans un grand couloir haussier très long terme. Alors est-ce qu'on va le tenir? J'en sais strictement rien, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que ça a buté à un endroit très très logique. J'ai pris ça et je l'ai mis là, et ça a fait ça. Donc j'ai envie de te dire, c'est d'une simplicité à toute épreuve. Donc si t'es acheteur à 952, parce qu'il y en a qui ont acheté là, et que ça tombe à 600, tu dis j'ai perdu beaucoup d'argent, on va dire c'est parce que t'as mal acheté. Et à partir de ce moment-là, il faut faire un peu d'analyse technique quand même pour voir si c'est intéressant d'acheter à ce moment-ci ou à ce moment-là. J'ai envie de te dire que pour l'instant, je suis un peu gêné quand même globalement par ce qui se passe sur le titre, même si il peut latéraliser et repartir vers le haut parce que c'est une entreprise exceptionnelle. Voilà pour la présentation d'ASML. Techniquement et fondamentalement, j'ai même envie de te dire, j'ai rien d'autre à dire, parce que c'est une des plus belles valeurs d'Europe, qu'on soit très clair, pour pas dire la meilleure valeur, avec une technologie complètement folle qui fait que le gouvernement américain est en train de leur dire vous livrez pas les Chinois parce que ce que vous faites c'est tellement génial qu'on veut pas que les Chinois aient cette technologie-là. Allez, on enchaîne avec l'hebdomadaire, on va regarder un petit peu ce qui se passe. Je rappelle que c'est une mise à jour. Ouh là là, j'avais mis beaucoup de choses, on va faire un peu de nettoyage là-dedans, et ça va pas faire de mal, mais finalement, il y avait un peu de pertinence dans ce graphe. Je pense notamment à cette oblique ici, là, que je vois qu'elle travaille ici, puis c'est parti vers le haut. Est-ce qu'on n'est pas en train de faire autre chose? On va retracer ça tout de suite, on va mettre un peu à jour. Putain, je sais où on est, je sais quand est-ce qu'on l'a fait. On l'a fait en dessous ici, dans cette oblique-là. Et ça a cassé, et après c'est parti comme ça. Voilà, j'ai fait la mise à jour, donc il y a peut-être une oblique ici qui va vous permettre de voir ce que ça donne. Parce que sincèrement, j'ai mis ici aussi une petite résistance que j'ai vue en daily. On est peut-être en train de taper dessus, on verra bien la semaine prochaine comment ça va s'orienter. Ça peut repartir parfaitement vers le haut, j'en sais strictement rien, mais ce qui est sûr, c'est que ça peut buter là aussi. Donc méfiance par rapport à ça. Faut rester modeste par rapport à ce que le marché a fait. Il y a quand même une grosse bougie de retournement qui s'est mise en place ici, et on peut retourner plus haut, on peut aller frotter plus haut, et ça serait invalidé, mais méfions-nous quand même d'une belle bougie rouge. Ça fait quand même, généralement ça exprime quand même pas mal de choses. Je vous le dis comme ça, mais il faut faire très attention. Voilà pour l'analyse technique, je dirais, en hebdomadaire. Le vrai support, c'est 697, 700 là à peu près, qui me paraît vraiment le support le plus pertinent, le plus sûr. On verra bien dans le futur par rapport à ça, mais si t'as strictement aucune problématique sur ce dossier-là, ASML, c'est du costaud, c'est énorme, c'est un peu comme Novo Nordisk au Danemark ou Hermès en France. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise? C'est des champions. Tout simplement, c'est des valeurs champions. Donc là, on était en Hollande. On va enchaîner avec, justement, on parlait du Danemark. Et on va aller partir au Danemark avec Laurent qui m'a demandé une société Chemo Metec, une société que je connais d'ailleurs et qui est pas tout à fait comme on pourrait croire au Danemark, où vous croyez tout d'un coup, suite à une émission que j'ai faite sur une valeur danoise, que tout est génial au Danemark. Pas du tout. Arrêtez avec ces raccourcis. Vous allez vite déchanter.
Allez, on va aller voir tout de suite chez Mometech. Et mon cher Laurent, bah écoute, sache une chose, c'est que je suis cette société-là, je la suis, et j'attends le niveau que tu vois ici. Ce niveau-là, c'est le niveau de 185 à peu près, on verra bien si ça y va, et là, on verra comment réagit le marché par rapport à ça, mais pour l'instant, je te le dis quand même, le couloir baissier que tu vois là, c'est un couloir baissier d'une société pharmaceutique, enfin qui fait du médical, depuis le Covid, tout simplement. Donc ça a été survalorisé, beaucoup trop valorisé, c'est de l'exagération totale. Donc ça, je veux te dire un truc, c'est génial d'avoir vécu ça, celui qui l'a acheté, qui l'a vendu à peu près à 1000 couronnes danoises, bah écoute, c'est très bien, puisqu'il l'a acheté autour de 100, il a fait x10, il est content. Et maintenant, tout est en train de faire badaboum. Donc tous ceux qui restent dans des valeurs aussi haussières, ils savent pas qu'à un moment donné, ça peut se retourner, surtout quand on a une société qui profite d'un événement malheureux, mais qui est un événement qui profite à des actions en bourse, qui est notamment le Covid. Eh bien, il y a une fin à l'histoire, et la fin à l'histoire, elle fait très mal. Les histoires d'amour finissent mal en général. J'ai l'humeur chanteuse en ce moment. Donc, j'ai envie de vous dire, par rapport à ça, tant que tu vois un graphique comme ça, il y a strictement rien à faire, si ce n'est d'observer le titre et puis d'attendre son heure, de voir quand est-ce que le dossier retrouvera de l'intérêt de la part des investisseurs, parce que moi, je te le dis, il n'y a aucun intérêt, et même si je la regarde, sincèrement, je la regarde de très loin, quoi. C'est pas du tout une priorité pour moi aujourd'hui chez Mometech, et pas du tout dans mes spectres les plus intéressants. C'est une belle entreprise, mais belle entreprise veut pas dire un bon cours de bourse. Regarde, toi, on le voit très bien. Et il y a quelqu'un, il y a un Robert et une Janine là qui a acheté à 1139, 1140 et qui ça vaut plus que 290. Et je suis sûr qu'il est encore en train d'espérer. Elle est encore en train d'espérer. Ils sont tous en train d'espérer. J'y crois. La pire des phrases qui soit dit en bourse. Enfin bon, c'est comme ça. Donc voilà, hormis ça, j'ai envie de te dire, la société a des ratios économiques intéressants. Le problème, c'est combien elle va être valorisée. Et puis, j'ai envie de te dire, ils déçoivent. Ils déçoivent beaucoup. On va aller voir en hebdomadaire, tu vois que c'est assez expressif quand même comment ça s'est passé. Voilà, on voit le graphe, on voit ce couloir baissier. On n'est pas revenu toucher le plus haut ici, donc il est peut-être pas bon ce couloir, on verra bien dans le futur. Mais ce qui est certain, c'est que quand tu as des jambes de baisse, elles sont violentes et longues, et les remontées sont beaucoup plus lentes et plus faibles. Résultat des courses, t'as un dossier qui baisse. Regarde bien ce qui s'est passé ici. Hop, j'agrandis. Regarde, tu avais une zone, je dirais, de frottement. Toi, ici, t'avais un contact, c'était une zone, ça a parfaitement respecté. Alors, c'est facile de le dire après. Par contre, je le dis quand même, celle-ci, ça se voyait très bien. Hop, là, l'oblique là. 1, 2, troisième, ça fallait faire très attention à ça. Et le retour de bâton a été violent. Toi, c'est rouge là, on est en hebdomadaire, donc ça fait plusieurs semaines que ça s'effondre. On passe de 550, on est à 286, on a divisé par 2. En quelques semaines. Voilà, point à ligne. Ce qu'il raconte, là encore, vous regardez des chiffres et vous ne faites que regarder des chiffres. Alors je sais plus pourquoi. J'ai su, je te dis tout de suite, j'ai su pourquoi. Parce que évidemment, je m'intéressais quand elle remontait. Je dis voilà, ça peut être intéressant. Mais j'ai su pourquoi elle prenait une dégringolade, mais je m'en rappelle plus. Donc mais c'est pas très grave. Ce que je te dis, c'est que pour l'instant le dossier est pas intéressant. Il y avait une oblique qui pouvait être intéressante, qui pouvait se construire avec un rebond technique et dire bon voilà, la société a une mauvaise nouvelle, mais c'est pas si mauvais que ça. Bon non. Badaboum, merci, au revoir. Elle est en train d'aller voir un plus bas ici, je sais pas comment elle réagira ici, mais pour moi la zone, hop, j'agrandis, elle est ici un peu plus bas, et là par contre on verra bien ce qui se passe. Il y aura un rebond technique, parce que tu sais très bien que ça peut pas monter et descendre en ligne droite continuellement, mais ça s'arrête là. Pour moi chez Mometech, il n'y a rien à obtenir. Il faut que vous sachiez, on retiendra, je dirais, de toutes les valeurs que vous m'avez données, c'est que nous avons affaire à des gens qui ne savent pas lire les news, vous ne voulez pas voir les news, je vois qu'il y a des gens qui sont intéressés par le fondamental, je dirais, économique d'une entreprise, mais vous lisez pas les news. Donc tant que vous ferez pas ça, tant que vous ne saurez pas le faire, tant que vous ne pourrez pas le faire, je pense que vous ferez des erreurs, et c'est bien dommage, mais en tout cas l'émission essaye de vous aider à aller un peu plus dans ce sens-là de vous améliorer en bourse. Voilà, j'en ai terminé avec les valeurs. On va enchaîner, si vous voulez bien, avec les pépites à trader de Ricardo. Et là, on a fait une semaine mais totalement folle, je le dis clairement. C'est exceptionnel. Je l'ai rarement vu comme ça depuis qu'il existe. Ça fait presque 5 ans maintenant qu'il existe cet indice. Je crois avoir rarement vu autant de dossiers décalés aussi forts dans la même semaine en même temps. Et je peux vous dire que la liste est longue. On va la regarder et vous allez voir que finalement, les gens qui regardent pas cette partie de l'émission, je crois qu'ils ratent beaucoup de choses, parce qu'à un moment donné, il y a quand même des décalages, il y a des choses qui se passent sur des valeurs
Et c'est quand même pas un hasard à un moment donné que ça reparte, parce que bon, j'ai vécu un moment assez difficile depuis 2-3 mois avec mes pépites, mais voilà, c'est quand même beaucoup plus intéressant. Puis il y a une deuxième chose que je vais dire, je vais en remettre une couche, hein, j'ai déjà dit au début de l'émission, mais sincèrement, les gens qui regardent pas les plans de trading, le taux de réussite que l'on a, alors évidemment, je vais en faire un aujourd'hui, puis ça se trouve ça va pas marcher, mais sincèrement, le taux de réussite et les amplitudes de ces trades sont beaucoup plus importantes que toutes les émissions que vous voyez ailleurs. Donc je sais pas pourquoi les gens ne s'arrêtent pas sur la partie de cette vidéo-là et qu'ils arrêtent assez rapidement dans la vidéo. Je suis assez surpris de voir assez peu de monde aller au bout. Voilà, c'était la petite minute que je voulais dire sur le sujet. On attaque tout de suite avec les pépites à trader de Ricardo. Allez, c'est parti. Et vous savez quoi? Je crois que c'est la semaine la plus gigantesque sur les pépites que j'ai jamais vue. Plus 6%. Le lundi, ça fait 6% en une semaine. 6%. C'est un truc de fou. Avec des valeurs qui ont décalé de manière très importante et elles ont été nombreuses. Et par-dessus le marché, on a une OPA. Donc tout va bien, c'est impressionnant. Alors c'est vrai que ça fait un moment que l'indice était plutôt mal en point et était pas orienté vers les bonnes valeurs entre guillemets. Là, je peux vous dire que j'ai vu des trucs. Je pense que c'est fini. Je pense qu'on a terminé avec l'hiver des pépites. On va retourner vers un indice qui devrait partir assez, je sais pas où, mais en tout cas qui va me remonter et qui devrait refaire ce que j'ai toujours vu sur cet indice, c'est surperformer le Nasdaq. Donc voilà, ça faisait longtemps que ça n'était plus le cas. On va repartir vers, je pense, des choses beaucoup plus sympathiques. Allez, on va aller voir tout de suite une chose. On va aller voir une société qui va disparaître de la cote et qui a subi une OPA. Elle s'appelle Gramcar Carrier. Elle a fait plus 45% en 4 mois. Ça, c'est la première chose. On va la sortir évidemment des pépites. On encaisse. Et voilà, c'est une satisfaction, encore une en tout cas, sur une des valeurs de l'indice des pépites. Et on arrête là-dessus. On va aller voir le graphique tout de suite. Donc voilà le graphe de l'entièreté de l'histoire de Gramcar, hein. C'est parti, je dirais, une introduction en bourse en février 2022 autour de 55 couronnes norvégiennes et on a fini à peu près à 260. Alors vous avez un petit écart sur la dernière partie puisque il y a eu un dividende de versé. Mais voilà, le dividende est dans la poche aussi, donc on va considérer que c'est le gain qui a au-dessus et on a fait 44,5%. J'étais intéressé depuis cette période-ci à la valeur et puis quand elle est partie vers le haut ici, je vais agrandir. Quand elle est partie vers le haut ici, j'ai décidé de la rentrer. Alors moi personnellement, elle est rentrée quand ça s'est passé ici parce que j'étais assez persuadé que c'était la fin de l'histoire. Donc voilà, hein, c'est des beaux trades, ça, hein, c'est magnifique. Et puis voilà, il y a eu une baisse ici à cause des histoires qui se sont passées sur la mer Rouge. Évidemment, les transporteurs maritimes ont subi des conséquences, mais voilà, hein, il y avait des opérations qui se mettaient en place. Et Gramcar est maintenant certainement retiré de la cote assez rapidement. On encaisse et puis si c'est pas le cas et que l'opération échoue, on verra s'il y a moyen de la reprendre. Mais en tout cas, voilà ce qui se passe sur cette valeur. Une valeur exceptionnelle qui a donné rapidement, puisque en 4 mois, on l'a rentrée fin d'année dernière, en 4 mois, elle nous a donné une grande satisfaction avec 45%. C'est pas tous les jours qu'on obtient ça en 4 mois sur son livret A. Voilà pour la pépite qui disparaît de l'indice. Et puis on va aller voir maintenant le tableau, si vous voulez bien, de la semaine, de ce qui s'est passé sur cette semaine, parce qu'il n'y a pas que Gramcar. Alors cette semaine, Gramcar fait 32% de hausse, mais vous avez d'autres valeurs qui ont fait... voilà, c'est parti de partout. C'est assez impressionnant. Allez, on va aller voir ça tout de suite. Alors la première d'entre toutes, alors Gramcar on voit 23, mais je vous dis, il y a 9% de dividendes, donc c'est bien 32. Et la première de toutes, la plus haute, celle qui a fortement monté vendredi, 13%, c'est Northern Data qui a fait 24% dans la semaine. Je vous dis juste comme ça, et c'est là où je suis quand même étonné de voir les gens ne pas s'intéresser à ce que je fais, notamment dans le plan de trading et dans les pépites, c'est que 24%, c'est exactement le pourcentage qu'a fait le plan de trading de la semaine dernière sur cette valeur, puisque c'est celle-ci que j'ai préconisée la semaine dernière. Enfin, je sais pas, mais à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. La deuxième qui a monté très fortement, et c'était donc hier aussi, c'était vendredi, elle a pris 22%, et donc c'était... ça fait plus 16,76 sur la semaine. Bon, je pense que là, ça y est, Aflatex, elle a fini de manger son pain noir. Elle devrait avoir une belle aventure dans les mois qui viennent. En tout cas, je l'espère. Et puis celle que j'ai vantée depuis un certain temps sur les marchés financiers, c'était Fountain Pajot, contrairement à Katana. Elle a pris 14% cette semaine. Pour moi, le mouvement n'est pas terminé et cette valeur est vraiment phénoménale. Et dans l'indice, elle est rentrée autour de 105, elle est autour de 130.
et j'ai bon espoir qu'elle aille à 150, et on verra bien après ce qui se passe sur ce titre. Mais bon, pour moi, il y a pas photo. Fountaine Pajot, c'était la pépite de fin d'année sur les valeurs françaises, et elle nous fait plaisir. Voilà pour ce dossier-là. Et puis on a un dossier qui a monté aussi cette semaine, pour des raisons, je dirais, d'accompagnement, non, même pas tout à fait d'accompagnement de Gram Cars, qui font la même activité, mais ils ont aussi des choses très intéressantes. C'est OEG Autoliners, la fameuse société qui a le plus gros dividende du monde, et voilà, elle monte en bourse. Donc ceux qui ont profité d'un point assez bas sur le titre, suite aussi aux histoires d'attaque des Houthis dans la mer Rouge, vous avez acheté une valeur avec un rendement totalement délirant, et je vous laisse aller revoir la vidéo sur le sujet. Et puis il y a une société qui commence à gigoter, ça fait plusieurs semaines que je l'observe de très près, c'est Paxman. Alors elle n'a pas beaucoup bougé encore parce que ça gigote encore, mais je peux vous dire que ça me plaît beaucoup ce qui se passe dessus. Je maintiens mon sentiment sur cette valeur. Je rappelle que je ne donne aucun conseil, c'est juste mon sentiment. Et puis il y en a une, elle ne montera jamais de 25% d'un coup, c'est DOF. Elle est phénoménale. Allez voir son graphique, ça n'arrête pas. Je crois qu'elle a plus 50 dans l'indice, et je crois qu'elle a jamais vraiment baissé. Et puis Novo Nordisk, elle aussi, qui ne baisse pas, qui est toujours aussi haute. Voilà, on va pas les faire toutes, mais c'est assez impressionnant. Et il y en a une qui a fait moins 5%. On va regarder juste en bas, c'est Kempower. Kempower, je vous le dis tout de suite, Kempower. Je pense qu'on n'est pas loin peut-être d'une pause dans sa baisse. Je maintiens que ce dossier est exceptionnel. Il a pris une claque phénoménale. On l'avait bien profité. Fut un temps. Alors moi, j'avais vendu tout en haut. Et je pense que je vais pas être loin. À un moment donné, je pense que ça va retourner dans mon portefeuille. Et bon, voilà, on va observer ça de très près. Je vous le dis quand même, il y a beaucoup de mouvements très importants. On a MIPS qui a pas bougé cette semaine, qui a fortement remonté. On avait fait un plan de trading qui était magnifique, qui a pris 25% en ligne droite derrière. C'est vraiment intéressant. Et puis LS qui est rentrée il y a très peu de temps, qui elle aussi est montée très fort, et je crois que c'est la semaine dernière qu'elle a pris 15%. Elle bouge pas, et elle est en train de travailler, voilà. Alphen a touché un point bas, j'en suis quasiment sûr aussi sur Alphen. Alors ça peut aller encore plus bas, mais Alphen à un moment donné, je pense que ça va s'arrêter. Et puis Essilor Luxottica qui est particulièrement bonne, et pour moi c'est la valeur française du CAC 40 qui est intéressante à suivre. Et puis des déceptions, il y en a quand même, mais en ce moment il n'y en a pas beaucoup. C'est Ecopac, c'est Relatech, et on a OX2 qui est hyper violente, qui finit à l'équilibre, mais qui a fait un moins 20, qui est remonté, ça fait la deuxième fois qu'il nous fait ça. OX2, il se passe des choses sur OX2, je le dis, je le répète, ce dossier n'a rien à faire à ce prix-là, et je sais que des influenceurs qui l'ont repéré aussi, des gens qui savent faire du fondamental, ont vu que ce dossier n'a rien à faire ici. C'est bon, bref, on verra bien, on a peut-être tort, on a le droit d'avoir tort dans ce monde. C'est justement tout l'objet de la bourse, c'est comment gérer quand on n'a pas raison et quand on a tort. Je vous le dis aussi sur SFC Énergie, on aura quelque chose elle est au fond du trou, c'est ma déception du début d'année, mais je vous le dis, pour moi c'est pas fini. Cette société est exposée à l'Inde, et à mon avis, là aussi on va en rediscuter un jour, à mon avis très positivement. Voilà, donc je suis assez positif. Il y en a qu'une qui commence à me taquiner, c'est Énergie Comptor, mais c'est pas perdu. En tout cas, ce qui est certain, c'est que j'apprécie toujours ces valeurs, et on en rentrera d'autres puisqu'on a quelques places qui se libèrent, mais j'attends les opportunités, je vous le dirai au moment voulu. Voilà, c'était la partie des pépites. Je vous le dis vraiment, je suis super content parce que je sais qu'il y a des gens qui les regardent et qui peuvent être déçus, évidemment. Donc c'est hyper stressant de donner des valeurs que des gens suivent et vont acheter et il y a de l'argent en jeu, quoi. Et je peux vous jurer que c'est difficile. Donc c'est vraiment pas un conseil, c'est voilà, apprécier, regarder, observer, puis ça peut éventuellement vous donner l'opportunité de dire tiens, cette valeur-là m'intéresse aussi, mais surtout ne copiez pas. Ne copiez pas. Juste observez, appréciez, et puis éventuellement ça peut vous aider à vous orienter dans la façon de voir les choses en bourse. On va enchaîner avec le plan de trading. On va essayer de faire vraiment l'enchaînement, puisque je vous disais, Northern Data a fait une accélération phénoménale, a pris 25% dans la semaine. C'est très régulier que ça nous arrive. Il y a eu MIPS il y a pas longtemps. On a fait un petit rebond aussi sur Kempower. J'ai souvenir qu'on a fait un superbe trade aussi sur Alphen à un moment donné où ça repartait à la hausse. Donc voilà, on va essayer d'en trouver un nouveau, et je vais vous le donner tout de suite. Allez, c'est parti. Et le plan de trading, eh bien, ça va être SFC Énergie. J'espère que ça marchera, mais en tout cas, regardez bien ce qui se passe. J'ai repéré cette espèce de petite remontada tranquillou. Moi, il y a des choses qui me pèsent quand même beaucoup chez SFC. Je vois pas pourquoi elle baisserait, mais bon, voilà, on verra si j'ai tort. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est toujours la même histoire. On a une invalidation proche et on a une potentialité assez intéressante, puisque remonter et revenir peut-être sur le niveau de 19,20 alors qu'on a 18,50.
50, ça peut être sympa, ça fait dizaine de pourcents. Vous voyez, je suis un peu plus modeste que la semaine dernière. En tout cas, ce qui est certain, c'est que les retaquiner un peu plus haut, ça me paraît assez évident. Je vais agrandir un petit peu, voilà, et on peut avoir une autre forme graphique qui se met en place, puisqu'on a une espèce de couloir ici, hein, qui a pas été très bien respecté dans ces bornes, mais qui est assez sympathique en bas ici, et si vous regardez bien, vous avez des points de contact qui sont assez évidents. Personnellement, je trouve que SFC Energy ne mérite pas la dégringolade qui s'est passée ici, et ça a tendance à pas vouloir remonter, et ça manque encore de peps pour remonter, mais sincèrement, je vois pas pourquoi elle baisserait, mais bon, j'ai peut-être tort. En tout cas, l'invalidation, elle est juste en dessous, et ça repartirait plutôt en bas, et là, on verrait si le dossier doit être oublié ou pas. Voilà, en tout cas, pour ce plan de trading, et puis j'espère qu'il sera un des nombreux qui ont été réussis, et on fera un focus à un moment donné, on fera des stats sur le sujet, mais sincèrement, je regarderai toutes les vidéos de telle manière à vous donner le chiffre, mais c'est assez impressionnant. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo, j'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à mettre des likes, à vous abonner, et à me donner des commentaires sur tout ce que vous appréciez, de ce que vous appréciez moins, de telle manière à ce que j'évolue. Voilà, je vous remercie tous. Vous avez ici les vidéos sur le programme éducatif Débuter en bourse qui se présente à vous, et puis ici une vidéo sur laquelle je vous explique un peu plus qui je suis, d'où je viens, et ce que je fais, ce que je propose. Voilà, je vous remercie tous, et je vous souhaite tous un bon week-end. Ciao, ciao.